BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Guillaume Sommerer. Un peu plus de 17h, on est ensemble en direct jusqu'à 18h sur BFM Business. Séance très compliquée aujourd'hui, que ce soit en Europe et aux États-Unis. En fait, on a un ralentissement chinois, en tout cas un ralentissement que les marchés craignent en provenance de Chine, du fait que la Chine poursuit sa stratégie zéro Covid et confine toujours plus de quartiers, cette fois à Pékin. Après Shanghai, c'est Pékin peu à peu qui se retrouve confiné, si bien donc que les marchés anticipent un nouveau ralentissement chinois. On a donc une baisse des cours des matières premières dans l'anticipation d'une baisse de la demande chinoise. Le baril de Brent recule à $100. Et cette anticipation d'un ralentissement de la croissance fait aussi flancher les marchés. Le CAC 40 perd donc 1,9%. Wall Street aussi en repli. Puis on voit les taux obligataires aussi du coup se détendre un tout petit peu parce qu'on se dit que cette moindre croissance pourrait finir par peser sur l'inflation. Et donc peut-être pousser, si ce ralentissement se poursuivait dans la durée, les resserrements monétaires, en tout cas les banques centrales à limiter peut-être l'ampleur des resserrements monétaires, si bien donc qu'on a une légère détente obligataire aujourd'hui un peu partout. On va en parler avec nos experts, on va revenir aussi sur l'impact boursier du résultat de la présidentielle française, la réélection hier d'Emmanuel Macron. Alors sur les taux obligataires, pas d'impact, sur les devises non plus aujourd'hui, en fait tout cela avait été anticipé par le marché. Côté valeur en revanche, on voit des impacts intéressants. Par exemple, ce titre Vinci qui progresse aujourd'hui, puisque si Marine Le Pen avait été élue, Vinci aurait manifestement été sans doute nationalisé. Ce n'est pas le cas. On verra ce que nous disent les législatives aussi, qui restent elles devant nous. En tout cas, aujourd'hui, Vinci progresse d'1,3%. Cette perspective d'une éventuelle nationalisation qui s'éloigne. EDF, de son côté, après la réélection d'Emmanuel Macron, gagne 3,5%. Et puis, on parle d'une possible cession d'un certain nombre d'activités de transition énergétique, d'activités renouvelables, surtout d'EDF à Engie. C'est une rumeur qui porte Engie progresse de son côté de 2,8%. C'est la plus forte hausse de l'indice CAC 40. Voilà l'ambiance du jour. On va essayer d'en tirer un maximum d'enseignements et surtout de vous dire quel potentiel attend les marchés, les différentes classes d'actifs en bourse pour les prochaines semaines, les prochains mois. L'idée, c'est de vous apporter un maximum de munitions pour arbitrer vos portefeuilles. C'est parti. BFM Business. BFM Bourse. Le club. Nos coéquipiers du club ce soir, Alexandre Taïeb vient de nous rejoindre, analyste gérant pour Sycomore AM. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Guillaume. Et Bertrand Puif. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bienvenue également sur le plateau de BFM Business, gérant pour les fonds FF France, FF Nordic Fund de Fidelity. Voilà, c'est le nom de vos fonds. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de BFM Business. Réélection hier soir d'Emmanuel Macron, mais les marchés qui reculent. Voilà, bon, les choses sont plantées de façon un peu abrupte. Comment est-ce qu'on regarde la façon dont les marchés évoluent au lendemain de cette réélection d'Emmanuel Macron? Le CAC recule dans la moyenne des autres marchés européens, alors que Wall Street avait déjà beaucoup reculé vendredi, et ça continue encore pour le S&P cet après-midi. Bertrand. Je dirais que c'est un non-événement. On sait très bien que les anglo-saxons adorent probabiliser. Et ils avaient probabilisé à plus de 70% la victoire d'Emmanuel Macron, donc il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. Vous avez acheté la nouvelle. Par contre, effectivement, ce qui pèse sur le marché, c'est cette nouvelle que vous avez évoquée de confinement de certains quartiers qui, là, pour le coup, est compliqué à comprendre dans la mesure où on sait que cette politique donc de zéro Covid est quand même très ambitieuse, on va dire, et qu'elle peut avoir des impacts, alors non seulement évidemment très importants sur l'économie chinoise, mais également sur nous, puisqu'on sait que par exemple le port de Shanghai qui est déjà donc enfermé à double tour depuis plusieurs semaines, n'est qu'à 10% de son activité normale. Donc jusqu'à présent, ils ont réussi un petit peu à s'en sortir en reroutant de l'activité portuaire vers d'autres grandes villes chinoises. Mais si ces grandes villes, à nouveau, elles aussi, graduellement les unes après les autres, devraient faire l'objet d'un confinement, là on aurait à nouveau sur quelque chose qui est déjà compliqué au niveau mondial, qui est aujourd'hui toute la logistique, tous ces goulots d'étranglement qu'on a notamment sur le commerce maritime. Ça va pas arranger les choses. Donc là, on va avoir une inflation à nouveau très importante sur le fret, avec également des délais, donc des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc ça, je pense que c'est aujourd'hui ce que le marché donc acte en termes de risque, en matérialisant cette baisse sur les indices. Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas se rassurer en se disant, ok, ça entraînera du coup sans doute un ralentissement chinois, mais ce ralentissement pourrait permettre de
tasser enfin l'inflation. C'est le grand combat des banquiers centraux. Est-ce que la solution passera par ce ralentissement, peut-être, quelle qu'en soit la couleur et l'odeur? Peut-être viendra-t-il des confinements en Chine, mais ralentir la croissance pour limiter l'inflation. Est-ce que ce n'est pas ce vers quoi nous mènent ces confinements en Chine? Alors le problème, c'est que c'est assez abrupt et qu'il y a une déstabilisation de toute la chaîne de valeur dans de nombreux secteurs. L'automobile en est un, par exemple, mais également l'industrie. On sait qu'il y a beaucoup donc d'éléments qui sont fabriqués donc en Chine, de pièces donc détachées, d'éléments donc qui ensuite sont envoyés aux États-Unis, en Europe, dans d'autres pays d'Asie donc pour être assemblés. Et c'est vrai que si vous voulez, la problématique c'est que ça peut avoir un impact de réduction à court terme donc de la demande et donc de l'inflation, sauf qu'en même temps on va aller impacter d'autres géographies comme nous. Et malheureusement, notre problématique, c'est pas vraiment la croissance en Europe. On espère qu'on va en avoir, mais il y a quand même un risque d'un gros trou d'air, avec notamment la problématique de la guerre Ukraine-Russie. Donc c'est vrai que par ricochet, certes, ralentissement en Chine, c'est peut-être un moyen très agressif à la chinoise de ralentir leur économie, mais ils vont ralentir encore plus d'autres économies dont malheureusement en Europe, nous faisons partie. Mais c'est étonnant, et ensuite on va donner la parole à Alexandre, mais c'est étonnant que les Chinois restent dans cette stratégie zéro Covid au point de ralentir encore leur croissance. Enfin, je sais pas, quand on est gérant, qu'on regarde ça de loin, on n'est pas chinois, on vit pas en Chine, on n'est pas non plus français expatrié en Chine, on n'y est pas. Et la Chine est un régime politique qu'on redécouvre finalement autoritaire. Et voilà, quel regard on porte là-dessus? Est-ce que on se dit que forcément, bah oui, d'accord, ils reconfinent aujourd'hui, mais du coup ensuite, quand la vague épidémique sera passée, tout va rouvrir? Ou est-ce qu'on se dit, bah non, il s'agit de la Chine et ça fait des mois qu'on se dit ça, c'est toujours pas le cas et ça pourrait ne pas être le cas encore avant longtemps? Alors bon, ils vont effectivement créer un effet de base avec derrière des plans de relance qui vont faire que sur les 6 mois après la réouverture vont être effectivement d'une embellie économique exceptionnelle, mais on peut pas gérer ça de manière en stop and go aussi brutale tout le temps. Donc c'est vrai que, alors je ne sais pas, est-ce que c'est donc certains disent que l'efficacité donc des vaccins chinois est très faible et que il faut donner du temps à l'industrie chinoise pour développer ses propres vaccins puisqu'il est hors de question pour les Chinois d'acheter du Pfizer. Donc donc voilà, donc il y a peut-être effectivement quelque chose là-dedans à aller chercher comme explication, mais c'est vrai que ça reste quand même une boîte noire. Après il y a des théories du complot sur le fait que les Chinois souhaitent que les expatriés donc repartent chez eux et donc au travers de ces confinements rendent aussi la vie très compliquée aux expatriés qui sont pas forcément habitués à ça. On va dire donc, il a payé un lourd tribut à toute la population. Voilà. Bon. Alors ça, oui, payer un lourd tribut à toute la population, la Chine. Bon. Je pense pas que ce soit leur point numéro un d'intérêt. Alexandre, comment est-ce que vous regardez cette baisse des marchés là en ce début de semaine? Un peu de la même façon que Bertrand. Effectivement, le point central de cette baisse de marché, c'est la Chine. Alors effectivement, on peut se consoler en disant que ça va faire baisser l'inflation, mais une récession, une dépression, ça fait baisser l'inflation aussi. C'est pas forcément très agréable pour le marché. Je retiens de ce qui a été dit le côté boîte noire de la Chine. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, JP Morgan disait que la Chine était devenue ininvestissable, et effectivement, c'est le cas. On a des valorisations sur le marché chinois qui sont absolument écrasées. Ça continue de baisser. Moins 4% ce matin, les indices chinois. Donc en fait, l'investisseur international est en train de sortir massivement de la Chine et ne compte pas y revenir, d'une part à cause du côté boîte noire et d'autre part parce qu'effectivement on peut pas gérer en stop and go et que sans même parler du côté confinement, ne serait-ce que ce qu'on a vu sur toute la technologie chinoise, la réglementation du jour au lendemain où on autorise certains jeux vidéo et puis non, certains on en interdit d'autres, donc c'est très blanc ou noir. Donc là il y a eu un retrait massif des investissements en Chine. Et puis la deuxième partie de ce qui est regardé, donc vraiment le sujet de l'élection est un peu loin de nous aujourd'hui, c'est les banques centrales. Alors on va en parler des banques centrales bien sûr dans un instant, mais juste pour rester et conclure peut-être sur la Chine, est-ce que les investisseurs se désengagent aussi des marchés chinois parce que d'un point de vue socialement responsable, il va être de plus en plus compliqué de justifier, et vous représentez ici Sycomore M, de justifier la présence d'actifs chinois dans des fonds dits socialement responsables. Il y a quelques jours, les autorités de Shanghai par exemple ont proposé que les salariés des entreprises restent désormais vivre sur le lieu de l'entreprise plutôt que de rentrer chez eux, histoire de limiter la circulation de la Covid. Oui. Voilà, encore une idée qui marque une fois de plus, qui apporte le signe d'une forme d'autoritarisme. Est-ce que, d'un point de vue socialement responsable aussi, il va de l'intérêt des gérants, des investisseurs de sortir la Chine des fonds? Oui. Alors en fait, auparavant, on avait déjà une problématique en termes environnementaux.
Le E n'allait pas. Là, en termes sociaux et de gouvernance, on a aussi un souci. Donc, effectivement, en termes d'ISR, c'est de plus en plus compliqué d'investir en Chine. Nous, chez Sycomore, on note les pays pour leurs obligations souveraines. La Chine ne passe clairement pas les filtres et ça ne semble pas en prendre le chemin vu ce qu'ils font subir effectivement à leur population. C'est pas demain qu'on va investir en Chine, ouais, effectivement. Bon, alors dans le registre, on ne nous dit pas tout, et encore une fois, c'est à prendre au 3e degré. Certains se disent que les Chinois sont en train de confiner pour qu'il y ait plus d'enfants. Vous savez qu'il y a un problème de natalité en Chine, mais ça fait partie de... Bon bref, c'est très exotique et baroque, mais c'était juste il y a une seule bonne nouvelle peut-être, c'est la réouverture très progressive de Hong Kong. Et voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Oui. L'autre jambe qui explique peut-être la méfiance, la défiance sur les marchés, cette nouvelle baisse aujourd'hui, vous l'avez suggéré, c'est le resserrement monétaire des banquiers centraux. Alors qu'on a un ralentissement peut-être à venir aussi accéléré, amplifié par la Chine, les banquiers centraux sont en train de commencer à resserrer leur politique monétaire. Et c'est un souci supplémentaire en bourse. Oui, c'est extrêmement procyclique de leur part d'avoir un ton beaucoup plus agressif aujourd'hui. La Fed donc nous parle de 50 points de base de hausse de taux là lors de la prochaine réunion en mai. On parle également de 75 points de base plus tard. Donc il y a une volonté de frapper vite et fort contre l'inflation. Sauf que ça risque de casser assez sensiblement la croissance. La BCE est en train de se mettre au diapason de la Fed. On parlait d'une seule hausse de taux en fin d'année. Maintenant, on est à 3 hausses et on commencerait à partir de juillet. Alors même que le programme d'achat se termine en juillet. Donc, je pense qu'on aurait pu être un petit peu plus progressif, notamment du côté de la BCE. On n'a pas tout à fait le même problème d'inflation qu'aux États-Unis. On n'a pas vraiment cette inflation salariale qu'on a pu voir aux États-Unis. Donc on aurait pu être un peu plus progressif. Il y a peut-être une volonté... mais si la BCE attendait davantage, si elle gardait un discours toujours aussi accommodant, on aurait une baisse de l'euro encore plus profonde que celle qu'on observe. Elle est déjà remarquable, hein, la baisse de l'euro. On est sur les plus bas depuis 2020 pour l'euro face au dollar. Vous imaginez si la BCE était plus accommodante qu'elle ne l'est aujourd'hui, l'euro serait encore plus bas, et plus l'euro baisse, plus l'inflation importée augmente. Et on aurait un peu plus de compétitivité peut-être aussi. Donc effectivement, oui, il y a la problématique de la baisse de l'euro, mais c'est toujours quelque part un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que la Fed, même si elle ne le dit pas clairement, regarde évidemment les taux de change, et il y a quand même fort à parier qu'elle calmera son resserrement si on revient à une parité $1 pour $1 dans les mois qui viennent. Là, on n'y est pas, on est à 1,07 à peu près. Donc oui, il y a une baisse de l'euro, effectivement, est possible. Assez rapide. Oui, elle est assez rapide. On n'est pas sur les niveaux du yen qui a quand même très sensiblement baissé. On retrouve une banque centrale qui va être de moins en moins accommodante. Donc on est finalement dans le train de la Fed. Donc il devrait pas y avoir de décrochage de l'euro massif dans les mois à venir. Bertrand, sur les politiques monétaires, leur poids, leur rôle dans la baisse des actions qu'on observe, alors depuis la fin de semaine dernière déjà aux États-Unis, puis ça s'accélère aussi désormais en Europe. Le problème, c'est que si on laisse l'inflation s'installer, les niveaux d'inflation, même pas ceux qu'on a, puisqu'aux États-Unis, je rappelle que le CPI Core est sorti à 7,8 le mois dernier. Prix à la consommation. Mais imaginons qu'on va avoir des effets de base, donc ils vont jouer, donc on va sans doute avoir un nouveau rythme de croisière qui va s'étaler entre 4 et 5. 4 et 5, si on regarde l'histoire économique longue, c'est consistant avec un taux long à 10 ans américain à 8%. Donc imaginez 8% sur la dette américaine. Et derrière, par ricochet, évidemment, sur les dettes mondiales, on n'imagine même pas 8% en Europe sur notre dette, parce que alors là, on fait tous faillite. Donc là, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Donc pour moi, je pense que l'inflation passe vraiment en priorité absolue, notamment aux États-Unis, avant la croissance. Et c'est vrai que la BCE, qui est sous des pressions politiques plus importantes, on va dire, que la Fed, a une position qui est extrêmement compliquée. En plus, c'est effectivement renforcé par la problématique de l'euro. Mais je pense que de toute façon, les Allemands étant derrière, en Europe, inéluctablement, même avec du retard sur les États-Unis, on devrait avoir une priorité donnée à la lutte contre l'inflation.
devant la croissance, ce qui effectivement pourra poser des problèmes. Pour apaiser les choses socialement, notamment parce qu'en Europe, en plus, les salaires suivent moins qu'aux États-Unis. Déjà, aux États-Unis, ils suivent pas l'inflation, mais en Europe encore moins. Il y a un problème social, donc un risque social accru ici en Europe par rapport aux États-Unis. C'est toujours le même cercle vicieux, c'est-à-dire que si on réussit à maintenir l'inflation à un niveau soutenable, donc les taux longs n'explosent pas, donc on peut se permettre de continuer à émettre de la dette pour effectivement faire des cadeaux sociaux entre guillemets, et pour pouvoir acheter la paix sociale. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, s'il y a une erreur qui est faite ou un problème de timing par l'une des banques centrales, on peut se retrouver dans une situation très compliquée, avec à la fois de l'inflation et un ralentissement fort économique. Et là, on est dans la stagflation. Dans les années 70, et c'était pas forcément la meilleure période. Sauf que on peut peut-être essayer de se rassurer malgré tout. Le pic d'inflation est sans doute proche. On est peut-être même en train de le passer, en tout cas aux États-Unis. Alors là, et on verra peut-être la Fed agir très fort, mais préparer les esprits à un ralentissement à venir du resserrement. On peut imaginer que c'est ce qui nous attend à l'horizon de l'été. Encore une fois, il y a un effet de base qui va faire qu'on va pas être entre 7 et 8, qu'on va passer entre 4 et 5. Mais 4 et 5, ça reste quand même très important. Ouais, oui. Et nous, il y a des effets cliqués, il y a des prix qui ne repartiront pas. Exactement, au niveau mais il y en a d'autres qui vont continuer. Par rapport à tout ce qu'on disait sur la désorganisation de la chaîne de valeur au niveau mondial à cause des confinements en Chine, ça, si vous voulez, ça va dans le sens de maintenir des taux de fret très élevés. La problématique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez donc une partie en fait importante, 80%, du flux cargo, donc de transport en avion des marchandises qui passent par les avions de ligne. Ces avions de ligne aujourd'hui, ils doivent faire le tour. Ils ne peuvent pas passer sur l'espace aérien russe, ils doivent faire le tour pour aller en Chine, Europe. Ce qui veut dire qu'il leur faut 10% de plus de carburant, donc 10% en moins de fret. Et donc, si vous voulez, voilà, donc on est tout ça est en train donc de plaider pour qu'un certain nombre d'éléments, alors je suis d'accord, certains vont se normaliser, mais d'autres éléments dans la chaîne de valeur vont rester donc sous tension, d'où une inflation. On n'a même pas parlé de matières premières, mais nous on pense que le pétrole va continuer à la hausse. Après cette consolidation autour de 100, on va continuer, on va remonter à 120, 130 très rapidement. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de pétrole. Quand on regarde, le pic de croissance est derrière. Si vous voulez, le seul pays qui est capable aujourd'hui d'augmenter sa production de pétrole, c'est la Russie. Plus personne ne va acheter, en Europe, en tout cas évidemment aux États-Unis, du pétrole russe. Il n'y a que les Indiens et les Chinois. Donc voilà, il y a une pénurie sur plusieurs années qui est en train de s'installer. Et donc nous, on ne voit pas de normalisation de l'inflation avant 2024. 2024. Plus haut, plus fort, 2024, les Jeux Olympiques. Non, voilà. L'inflation, voilà, plus haut, plus fort. Du coup, sur les actions, on se dit quoi là ? On recule assez nettement aujourd'hui. On rappelle le CAC à maintenant un quart d'heure de la clôture perd quasiment 2%, 6455 points en raison de ces confinements en Chine qui laissent augurer d'un nouveau ralentissement chinois et peut-être mondial. On se dit quoi sur les niveaux de marché ? Ça doit encore baisser ou ça y est, les choses commencent à être désormais dans les cours, Alexandre ? Non, ça peut encore baisser, surtout si on se retrouve dans une phase où les banques centrales passent en pilotage automatique. Comme au second semestre 2018, on a vu cette baisse lancinante pendant 3 à 6 mois qui finit par un moins 20 grosso modo avec les petites et moyennes capitalisations qui souffrent encore plus. Donc non, on peut avoir des niveaux de marché plus bas. Ce qu'on se dit sur le marché action, en tout cas en allocation, on a tendance à passer sur un spectre plus défensif. Donc changer de braquet en termes de secteur. En fait, il y a deux choses. La façon dont je le résume, c'est dans un monde où l'inflation est aussi élevée, malgré des effets de base qui pourraient la faire baisser un petit peu, on va rester dans une inflation élevée, malgré l'action des banques centrales, pour pas mal de temps. On achète en bourse ce dont les gens ont besoin. Et donc ils ne pourront pas se passer malgré les hausses de prix. Voilà. Et continueront d'acheter. On évite ce que les gens veulent. Et on l'a vu avec la publication de résultats de Netflix. Typiquement, c'est le genre de frais qu'on peut enlever assez vite. Donc on voit une perte d'abonnés, c'est une première historique pour Netflix, et on voit ce que ça fait en bourse. Donc on a tendance à... Vous pensez que les gens vont arbitrer entre les prix de l'essence à la pompe, le coût de leur facture, etc. et voilà, des choses non essentielles comme des abonnements à Netflix ou autres. Voilà, ça va être un des arbitrages, une des matérialisations des arbitrages des consommateurs dans les prochaines semaines. Complètement. Et on le voit même au premier trimestre de 2022 où tout ce qui est consommation discrétionnaire, toutes les boîtes qui sont un peu premium voient des ventes qui ne progressent plus. En revanche, tout ce qui est retail discounter premier prix, ça continue de progresser.
Donc il y a vraiment un arbitrage qui est en train de se faire dans la consommation. Et donc la façon dont on le traduit en portefeuille, c'est alléger la consommation discrétionnaire pour revenir vers la consommation de base. Et ça correspond à un environnement inflationniste. Alors il y a aussi la santé qu'on peut nommer. Et puis il y a peut-être un secteur qui n'est pas nécessaire, sur lequel on pourrait éventuellement retourner, c'est que les gens qui le peuvent ont quand même très envie de voyager. Et avec le reopening hors Chine, on peut se poser la question du tourisme. Avec tout ce que ça représente. On va poursuivre nos échanges dans un instant, bien sûr, revenir aussi sur l'impact quand même de la réélection d'Emmanuel Macron sur certains titres. Aujourd'hui en bourse, on voit notamment le titre Vinci qui progresse, qui rebondit après les craintes de nationalisation au cas où Marine Le Pen aurait été élue présidente. Finalement, il n'y a pas de nationalisation en vue. On verra ce que donnent les législatives, ceci dit, dans quelques semaines. Mais Vinci, en tout cas, aujourd'hui gagne 1,8%, 94,54 €. On voit EDF aussi qui progresse après la réélection d'Emmanuel Macron, plus 3,9%. Puis on entend parler peut-être d'une cession par EDF de ses actifs renouvelables à Engie. C'est une simple rumeur, mais Engie du coup en profite et gagne un peu plus de 3%. C'est la plus forte hausse du CAC. On se retrouve dans un instant, dans moins de 2 minutes. Alexandre Taïeb et Bertrand Puif nous accompagnent jusqu'à la clôture sur BFM Business. À tout de suite. BFM Business, BFM Bourse, le club. La suite du club, on est ensemble en direct. 10 minutes avant la clôture, le CAC 40 perd toujours 1,7%, 6461 points. Wall Street aussi en baisse, le Nasdaq aussi qui rebascule dans le rouge, moins 0,3%, le S&P moins 1,1%. En fait, on craint un nouveau ralentissement chinois puisque les Chinois ont décidé désormais de confiner certains quartiers de la capitale Pékin. Du coup, on se met à craindre un confinement total de Pékin. Pourquoi pas, comme on l'a vu et comme on continue à le voir à Shanghai. Et donc, crainte de ralentissement économique qui pousse aussi les matières premières à la baisse. Le Brent, le baril de pétrole Brent recule à $100. On en parle ce soir avec Alexandre Taïeb pour Sycomore AM, Bertrand Puif également pour Fidelity. Beaucoup de prudence aussi avant les publications. Quand même, c'est sans doute aussi l'une des explications à la prudence des marchés, une ambiance de veillée d'armes un peu avant les nombreuses publications. 16 publications à venir cette semaine sur le CAC. Et puis les GAFAM aussi vont publier. On connaît leur poids dans les grands indices américains notamment. Comment on aborde cette phase de publication ? Est-ce qu'elles seront là est-ce qu'elles seront nature en tout cas à apporter de l'oxygène ou au contraire peut-être du stress au marché d'après vous ? Alexandre. C'est le métronome. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, la macro n'a fait qu'apporter de la volatilité sur le marché. Donc c'est un peu la saison de publication qui fait office d'arbitre. Oui. On espère que ces publications serviront de flotteur. Oui. Ouais. Et alors il n'y a pas que les publications. Ce qui est quand même important, c'est les perspectives des entreprises qui sont de plus en plus floues parce qu'évidemment l'environnement est de moins en moins lisible. Mais quand les guidances sont positives, en général le titre fonctionne bien derrière. Pourquoi je dis que ça fait office d'arbitre, c'est que ce que je mentionnais juste avant la pause avec Netflix, typiquement quand vous êtes une société qui est achetée pour sa croissance, quand vous avez un modèle de croissance, si par hasard sur une publication trimestrielle vous n'avez plus de croissance, peu importe que vous délivriez ou non sur la bottom line des profits, vous baissez. Le modèle est cassé. Donc il faut que les sociétés qui sont achetées pour leur croissance continuent de publier une croissance du chiffre d'affaires et des perspectives plutôt positives sur la croissance de leur chiffre d'affaires à venir. Ça, c'est plus pour les GAFAM notamment. C'est-à-dire qu'il est très facile de perdre son statut de valeur de croissance. Autant il est compliqué de conquérir ce statut, autant le perdre, ça peut se faire sur une publication. Voilà. Complètement. Complètement. On l'avait vu sur Meta, en effet. Sur Netflix, la question se pose peut-être. Moins 40% en 2 jours Netflix. Il y a peut-être un problème de qualification de Netflix, de statut de Netflix dans l'univers des valeurs. Toujours valeur de croissance ou pas Netflix, c'est une question désormais qui se pose. Et attention aux autres GAFAM, aux GAFAM qui vont publier cette semaine. Exactement. Parce qu'au final, Netflix imprime quand même du profit. Si on enlève l'effet de la suspension de compte en Russie, ils gagnent des abonnés, mais c'est les perspectives où ils disent qu'ils vont continuer de perdre des abonnés sur les trimestres à venir qui fait baisser autant le titre. Et Netflix n'est plus seul au monde sur ce marché, beaucoup de concurrents. Ah oui, il y a beaucoup de concurrence, effectivement. Donc en plus du pricing power dont on parlait depuis quelques mois, il y a aussi les barrières à l'entrée à regarder qui sont importantes. Mais les GAFAM là qui vont publier cette semaine, vous pensez qu'il y a des Netflix en devenir, des possibles possibles secousses aussi fortes, puissantes et peut-être structurantes que celles qui ont secoué Netflix cette semaine à venir sur les GAFAM ? Alors peut-être pas aussi fortes, mais je ferai attention à Meta. Typiquement, sur tout ce qui est réseaux sociaux, on a des barrières à l'entrée qui sont relativement faibles. On le voit, le premier réseau social aujourd'hui, c'est TikTok. C'est plus Instagram. Donc il faut faire attention à la perte d'abonnés potentiels.
Et puis sur le sujet qui nous intéresse aussi sur la cote française, je ferai attention aux secteurs qui ont bénéficié du retour vers les défensives, donc la santé, l'alimentaire, les boissons. Et un titre auquel je fais particulièrement attention sur le côté et consommation de base et reopening, c'est Pernod Ricard, qui publie la semaine prochaine ou cette semaine. Oui, pourquoi Pernod Ricard ? Parce qu'il y a les deux facettes, c'est-à-dire que vous avez les ventes dans les bars, là, qui signifie la réouverture, la consommation qui se porte bien, etc., et la consommation de base, c'est-à-dire les boissons qu'on consomme chez nous. Ok, vous pensez que Pernod Ricard aura plutôt le vent en poupe sur sa publication, donc ? Du moins, je l'espère. Ok. De votre côté, Bertrand, dans ces publications, 16 sur le CAC cette semaine, et puis les GAFAM aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez particulièrement suivre ? Alors c'est vrai que le premier trimestre, nous on pense que les sociétés seront encore relativement hedgées, donc couvertes sur le prix de l'énergie. Après, progressivement, deuxième trimestre, ça va être plus compliqué, et deuxième partie de l'année, là, clairement, un très grand nombre de sociétés vont être obligées de faire apparaître dans leur compte le prix spot de l'énergie, et là, ça peut être assez compliqué pour beaucoup de sociétés industrielles. Mais bon, premier trimestre, on pense encore que c'est pas vraiment la problématique, et on voit que les sociétés qui ont commencé à publier, à part un ou deux contre-exemples, sont plutôt dans ce trend. Moi, les deux sociétés que je regarderai en particulier, c'est Orange et Renault. Alors Orange, pourquoi ? Parce que c'est une valeur défensive qui a sous-performé massivement. Le cours d'Orange aujourd'hui, c'est le même qu'en 2000. Donc sur 20 ans, 22 ans, il y a zéro création de valeur boursière. Là, il y a un changement de management. Alors je dis pas que l'ancien management a fait que des erreurs, mais il y a un changement de management. C'est peut-être l'occasion justement de faire un audit complet de la stratégie de communication, de la stratégie tout court. Pourquoi c'est le seul groupe télécom en Europe qui ne veut pas vendre ses stations de base pour générer du cash et réinvestir sur d'autres éléments, notamment racheter ses propres actions, par exemple, à ces cours-là. Donc là, je ferai attention à ce titre-là. Et puis également donc Renault. Alors Renault, pour le coup, c'est un titre qui est beaucoup plus exposé à la conjoncture, mais son cours de bourse a déjà pâti assez fortement. D'abord, dans un premier temps, si on se place il y a 18 mois, des problématiques de Nissan. Ensuite, on a eu des problématiques, évidemment, donc comme tous les sociétés automobiles, de rupture de chaîne d'approvisionnement, problème de semi-conducteurs, etc. Et ensuite, c'est greffé le fait qu'ils ont dû abandonner, en tout cas, nous l'espérons temporairement, leurs actifs en Russie, ce qui les a privés d'1 milliard de free cash flow sur l'année 2022, ce qui est quand même énorme puisqu'il passe de 1 milliard au niveau du groupe à 0. Donc c'est un petit peu ce qui faisait la différence entre une bonne année et une année plutôt moyenne. Donc voilà, donc ce titre-là aujourd'hui, donc on a eu des rumeurs dans le marché qui circulent aujourd'hui qu'ils étudieraient la possibilité de vendre tout ou partie de leur participation dans Nissan, et que Nissan serait intéressé d'ailleurs par racheter ces actions-là pour les annuler. Ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, cet argent-là servirait. Alors aujourd'hui déjà, la valorisation de la participation dans Nissan est plus élevée que le cours de bourse de Renault. Donc vendre matérialiserait justement le fait qu'il y a une anomalie de marché, notamment s'ils utilisent une partie de ce cash pour acheter leurs propres actions. Donc on peut avoir une histoire boursière qui se crée autour de Renault, en ayant évidemment en tête qu'on n'est pas au bout des pénuries. Nous on pense qu'il faut attendre encore la fin de l'année pour que les pénuries dans le secteur de l'automobile soient vraiment derrière nous, voire début d'année prochaine. Et puis il y a ce point d'interrogation sur le ralentissement de la demande. Mais c'est vrai qu'on est moins dans ce secteur-là, nous, inquiets, parce qu'il y a une dimension de reconstitution des stocks à cause de ce qui s'est passé préalablement, spécifiquement à ce secteur-là, et qui devrait tenir même dans une configuration de ralentissement, le secteur. Et donc ce titre-là pourrait bénéficier d'un certain nombre donc d'éléments positifs dans les mois qui viennent. Voilà, des idées concrètes à l'aube de ces publications d'entreprises qui accélèrent en tout cas cette semaine. 16 sur le CAC, on le disait, puis les GAFAM aussi à surveiller particulièrement. On verra ce que les GAFAM ont dans le ventre. On est à quelques minutes de la clôture des marchés. Le CAC recule toujours en ce moment de 2%, réaccélère un peu à la baisse, 6451 points. Malgré, on en parlait au tout début de ce club, malgré la réélection d'Emmanuel Macron qui avait été largement anticipée par le marché. Est-ce que vous pensez, alors
Bien sûr, on attend maintenant le résultat des législatives, mais les investisseurs internationaux regardent essentiellement la présidentielle. Voilà. Après, le détail, on sait tous ici en France que les législatives sont très importantes, mais voilà, vu de l'étranger, le fait qu'Emmanuel Macron soit réélu, ça peut changer le regard ou permettre au contraire aux investisseurs de maintenir leur regard sur l'Europe, d'une Europe qui parvient de plus en plus à s'intégrer. Ça compte aussi dans l'attractivité et pour l'attractivité des marchés européens, ça. Alors évidemment, si il y avait eu une élection de Marine Le Pen, les choses auraient été beaucoup plus challenging, on va dire, pour l'Europe d'un point de vue donc investisseurs étrangers, investisseurs internationaux. Maintenant, il faut quand même ne pas donner trop d'importance, je trouve. Alors peut-être pour nous c'est important, mais pour l'Europe en tant que vecteur d'investissement, c'est pas forcément donc le point le plus important aujourd'hui. Donc les élections françaises, ça passe quand même en seconde par rapport au conflit Russie-Ukraine, qui est vraiment ce qui aujourd'hui, de notre point de vue, a fait que sur voilà, les derniers mois, on a eu des sorties de capitaux assez importantes des actions européennes en particulier, qui ont eu une performance catastrophique en relatif aux autres principaux marchés mondiaux. Et vous proposez des fonds nordiques qui sont particulièrement exposés à ce conflit en Ukraine voilà. Alors non, justement. Alors à part la Finlande, qui effectivement est assez... Alors certaines sociétés peuvent être assez exposées, mais il faut voir quand même qu'on a notamment les sociétés suédoises industrielles qui font très peu de business en Russie, voire pas, et qui en font énormément en Asie. Et si on considère que l'Asie est vraiment la poche de croissance résiduelle sur les prochaines années, c'est vrai que ces sociétés-là donc devraient en bénéficier, plus le fait que contrairement à beaucoup de pays européens, les États nordiques, donc en particulier la Suède et encore plus la Norvège, n'ont pas de problématique de dette. Je rappelle que la Norvège, dans son fonds souverain, a 4 ans de PIB. Donc effectivement, ça permet d'avoir des politiques contracycliques si jamais il y avait un ralentissement économique. Ok. Mais donc l'Europe resterait plombée sans doute. Voilà, l'Europe dans sa globalité resterait sa géographie, quand même, voilà. Alors qu'elle bénéficiait du rallye vers la value, puisqu'elle est plutôt value par rapport aux autres marchés mondiaux. Dernière question, il nous reste vraiment 30 secondes. Alexandre, la réélection d'Emmanuel Macron, un impact sur la façon dont on aborde l'investissement vert en bourse. Voilà, les investissements nucléaires, on verra encore une fois le résultat des législatives à venir, mais les investissements nucléaires devraient largement progresser. Dans le solaire aussi, x10, je crois, c'est l'objectif, dans l'éolien. Tout à fait. Beaucoup d'investissements dans les infrastructures renouvelables. De toute façon, il y a le rapport du GIEC qui est sorti, qui nous explique grosso modo qu'on a 3 ans pour tout changer. Donc ce sera son mandat qui sera jugé. Il faut qu'il mette le paquet dessus. Et effectivement, alors on verra, comme vous le disiez, le résultat des législatives. Mais en fonction, il devrait y avoir beaucoup plus d'investissements massifs dans ce secteur-là, et ça devrait aider le secteur des renouvelables à continuer de bien performer. Et le nucléaire chez Sycomore, on en pense quoi? Alors le nucléaire, socialement responsable ou pas? Ça a une contribution environnementale nette positive. Oui. Ça... En prenant tout en compte, y compris l'extraction de l'uranium, Exactement. Au total, c'est positif. Exactement. C'est-à-dire que c'est bien, quoi. Oui. C'est décarboné. Exactement. Donc on le prend en compte. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés sur le plateau de BFM Business. Alexandre Taïeb pour Sycomore AM, Bertrand Puif également et ses fonds nordiques, mais pas que, Bertrand, il y a des fonds France aussi chez Fidelity évidemment, bref, il y a de tout. Merci de nous avoir accompagnés tous les deux. Bon retour, le CAC 40 qui va clôturer dans un instant. On va rejoindre Étienne dans moins de 30 secondes sur BFM Business. Étienne Braque depuis la Tour Euronext pour la clôture des marchés européens. À tout de suite. On est ensemble en direct sur BFM Business, un peu plus de 17h35. Les marchés viennent de clôturer en Europe. On est avec Étienne. On va rejoindre Étienne tout de suite depuis la Tour Euronext. Étienne, clôture sans surprise en net repli sur le CAC 40. Moins 2% ce soir pour l'indice parisien qui est sous les 6500 points, 6449 points, le tout avec des volumes légèrement supérieurs à la normale, mais pas énorme non plus, 4 milliards d'euros échangés dans l'indice parisien, avec une matinée qui a été particulièrement compliquée pour le CAC 40 qui perdait plus de 2,7% ce matin dans le sillage de l'Asie, avec des places financières du côté de Shenzhen, de Shanghai qui perdaient 5-6% du jamais vu depuis février 2020, avec une situation sanitaire qui se dégrade en Chine, notamment du côté de Shanghai. Suite à cela, vous avez toutes les valeurs du luxe qui sont à la peine ce soir, surtout Kering qui est au plus bas depuis l'été 2020, 506 euros plutôt. Ce soir à la clôture, c'est une baisse de 4,3%. Vous avez Hermès également qui perd 3,9 à 1179, LVMH moins 3,7% à 615 euros. Les matières de base également, ArcelorMittal perd plus de 8% ce soir à la clôture à 26,92 €. Et puis les cours du pétrole avec un Brent qui est quasiment au plus bas du jour, sous les $100, $99, c'est une baisse de 5,8%. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est le premier importateur mondial de pétrole. Et suite à cela, vous avez Total Energy qui perd du terrain dans le sillage du Brent, moins 4%.
44 €. À l'inverse, les valeurs défensives s'en sortent bien. Si je vous dis Covid, vous me dites Eurofins, plus 2,2% ce soir à la clôture à 91,12 €. Et puis hors CAC 40 a souligné l'envolée de Ubisoft, plus 11% vendredi, plus 9% ce soir à la clôture, avec des informations de Bloomberg qui évoquent que plusieurs fonds américains seraient intéressés pour racheter l'éditeur de jeux vidéo. 42 € ce soir à la clôture, mais malgré ces deux très belles séances, on a un titre qui est stable depuis le début de l'année. Le CAC 40 donc en baisse, moins 2%. Il revient en séance aujourd'hui sur ses niveaux de mi-mars, plutôt au plus bas depuis un mois et demi. 6449 points, le tout donc avec 4 milliards d'euros échangés ce soir dans l'indice parisien. Étienne, vous nous accompagnez tout au long de cette journée sur BFM Business. CAC en net repli, on va débriefer cette séance et vous apporter des clés si vous souhaitez compléter ou diversifier vos portefeuilles. On vous accompagne juste. C'est parti. BFM Business, BFM Bourse. On refait la séance. Eric Lewin, comme chaque lundi, directeur en chef des publications Zagora, il vient de nous rejoindre. Bonsoir Eric. Bonsoir mon cher Guillaume. Est-ce que vous allez mieux que les marchés ce soir, Eric ? Ouais, écoutez, je vais très bien. Ouais, mieux que les marchés. Bien. Donc, vous vous rendez compte cette baisse là du CAC pour entamer la semaine, moins 2%, 6400. C'est à 4% de séance. Ouais. Vendredi, on avait baissé pourquoi ? Parce qu'on s'inquiétait autour d'une politique monétaire beaucoup restrictive, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et aujourd'hui, on s'inquiète parce que la Chine, ça confine. Du coup, si ça confine en Chine, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un ralentissement de l'économie mondiale plus important. Et certains se disent, oh mon Dieu, et si on avait une stagflation, c'est-à-dire une croissance zéro, voire une croissance négative avec une flambée de l'inflation. Alors, je plaisante quand je dis ça, mais c'est exactement ce qu'on entend. Aujourd'hui, quand même, le prix a beaucoup baissé. Tout ce qui est le palladium, le nickel a également beaucoup baissé. C'est détenu sur les 10 ans aussi aux États-Unis. Donc il y a peut-être un espèce de changement de paradigme. Et il y a un phénomène important sur lequel... C'est-à-dire qu'après la crainte d'une inflation trop forte, qui peut-être cette crainte se maintient, on va pas craindre d'un ralentissement. Par rapport à l'inflation économique, vous avez vu déjà que les dernières semaines, la Banque mondiale et FMI ont fortement en baisse leur prévision de croissance. Stagflation. Stagflation, c'est croissance zéro avec forte inflation. Il y en a même certains qui disent, et si on avait une récession avec de l'inflation, on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans les salles de marché. Et puis il y a un truc que j'ai regardé quand même, alors j'ai pas envie de dire que ça m'inquiète, mais je veux quand même en parler, c'est qu'il y a eu une décollecte nette de 20 milliards la semaine dernière sur les marchés actions. Pire semaine depuis le début de l'année. Ouais, et pire semaine depuis décembre 2020 aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu 18 milliards de décollecte sur les States et 2,5 milliards sur l'Europe. Vous savez, j'adore ces statistiques de Bank of America qui sont a priori publiées tous les vendredis. Ça vous donne un bon état d'esprit de la confiance ou pas des investisseurs sur le fait d'investir en actions. Et donc, c'est pas terrible. Alors que depuis le début de l'année, on reste quand même à 175 milliards de collecte sur les actions. Alors que sur l'oblig, on est à moins 100 milliards. Mais c'est quand même des phénomènes. C'est-à-dire qu'on se dit que, there is no alternative, il y a peut-être d'autres alternatives, quoi. Le fameux TINA, peut-être qui va être mis en cause. Et donc, il y a un petit peu plus d'incertitude sur les marchés. Il y a deux écoles pour la suite. Il y a ceux qui pensent qu'à l'été, ça ira mieux parce que le pic d'inflation sera passé et que les politiques monétaires, ont recommencé à être resserrées et ça finira par se calmer. Donc à l'été, peut-être du mieux. Et une autre école qui nous dit, au contraire, le bilan des banques centrales va commencer à être réduit, il y aura moins de liquidités et on sera en plein dans le ralentissement économique en même temps. Et donc, en termes d'investissement, pas facile de trouver le bon timing pour choisir d'investir dans des valeurs en se disant, voilà, c'est le moment là d'y aller parce que c'est le plus bas. C'est d'autant plus difficile qu'il y a une espèce de schizophrénie entre les macroéconomistes et les microéconomistes. Quand vous écoutez les macroéconomistes, la plupart disent qu'on va vers un fort ralentissement économique quand même sur le S2 et avec une inflation qui va rester. Et quand vous regardez la microéconomie, c'est-à-dire la publication des résultats, c'est complètement paradoxal parce que quand vous voyez par exemple les entreprises du CAC 40, en début d'année, on prévoyait grosso modo une progression de 8% des bénéfices par action. Et maintenant, on est plutôt sur un trend de 16%. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire, mais qui a raison ? Est-ce que c'est les microéconomistes, c'est-à-dire les gens qui regardent les résultats des entreprises qui ont raison, ou est-ce que c'est la macroéconomie ? Donc c'est vrai que moi j'ai le sentiment, pour l'instant je suis pas capable de dire ça, si ce n'est que j'ai l'impression que depuis 2-3 jours, on a vraiment le sentiment que c'est la macroéconomie qui l'emporte, parce qu'on va en parler après, mais les résultats des entreprises, qui ont été plutôt bons aux États-Unis, je vous rappelle quand même qu'on a eu 4 semaines de baisse consécutive sur le Dow, 3 semaines sur la S&P 500, avec 80% de résultats supérieurs aux attentes sur les 25% qui ont publié, et pourtant on a des marchés un peu baissiers. Et en France, si on doit parler un petit peu de la France, à part Kering, qui a vraiment déçu
sur l'aspect Gucci avec des publications inférieures aux attentes. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise, on peut pas dire. Et pourtant, regardez le CAC 40 en l'espace d'une semaine, il a perdu 300-350 points. Donc ça veut dire que la microéconomie ne tire plus tellement le marché. Vous parliez de Kering. Ce soir, le titre a perdu 4,3% avec l'ensemble du secteur du luxe. Et Étienne nous le signalait depuis la tour Euronext. Étienne Braque, Kering est ce soir sur un plus bas depuis 2020 à cause du ralentissement en Chine dont on a déjà beaucoup parlé. Mais tout le secteur du luxe aujourd'hui a souffert. Les matières premières aussi. ArcelorMittal termine lanterne rouge, moins 8,8%. Juste sur le luxe, bon d'abord c'était des titres qui étaient chèrement valorisés. Oui. Maintenant on se rend compte que l'aspect Chine inquiète de plus en plus les investisseurs. Et sur le luxe en fait se combinent deux éléments. Vous avez la Chine et vous avez le fait que comme les valeurs tech, quand les taux d'intérêt montent, comme ce sont des valeurs de croissance, on achète moins ce genre de société. Maintenant on peut quand même se demander si c'est pas le moment. J'ai pas en tête particulièrement, mais je crois qu'Hermès ça doit faire moins 20 depuis le début de l'année. Je crois qu'LVMH ça fait moins 15. Je crois que Kering ça fait moins 28. Donc est-ce que c'est quand même pas le moment de revenir sur ce titre? Parce qu'en Chine, je vous parlais de la Chine, mais je crois que le gouvernement a décidé de baisser le coefficient de réserve obligatoire des banques à 8%. Ils se rendent bien compte que c'est bien la stratégie zéro Covid, etc., ouais. etc. Ça peut coûter cher, donc il y aura peut-être des mesures en face. Donc attendons un petit peu quand même. On continuera de parler des résultats des entreprises dans un instant. Juste une parenthèse, Ubisoft quand même, parce que c'est sans doute la star du jour, Ubisoft, avec voilà, cette fois des informations de Bloomberg qui nous dit que les fonds Blackstone et KKR souhaiteraient s'emparer d'Ubisoft. Et ce titre ce soir a gagné quasiment 10%. Est-ce qu'il faut cette fois croire à l'information de Bloomberg? On en a vu des rumeurs sur Ubisoft, aucune ne s'est concrétisée. D'abord, le secteur est en voie de concentration. Activision Blizzard, racheté par Microsoft, je crois que c'était autour de 70 milliards. Il y a eu Tech2 qui a racheté Zynga. Il y a eu Bungie, qui est un groupe américain qui a été racheté par Sony. On a un marché des jeux vidéo qui est un marché qui pourrait représenter 220 milliards de dollars en 2024, croissance de 10% par an. Donc on a vraiment un secteur intéressant. Ubisoft, on rappelle, la famille Guillemot, ils ont 15% du capital. Vous avez le chinois Tencent qui a 6%. La boîte, elle a déçu parce que sur l'année, on avait vu que sur les 9 premiers mois de l'année, on avait moins 16% en termes de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est un titre qui, quand même, en 3 ans, je regardais, a perdu 47%. Donc, c'est vrai qu'au cours actuel, c'est pas très très cher. Alors, est-ce qu'il faut le croire? Bertrand Lamiel était avec nous tout à l'heure. Il nous disait, vous laissez pas avoir encore une fois sur Ubisoft et la hausse du jour. Non, mais attendez. D'autres titres dans l'univers des jeux vidéo plus intéressants, nous disait-il. Oui, c'est vrai, mais vous savez, c'est comme Danone. Danone, ça fait des années qu'on parle d'OPA. Chaque fois, ça se réveille. Chaque fois qu'il y a une lettre confidentielle qui vous dit, il y a peut-être une OPA sur Danone, ça se réveille. En termes de ratio, à 15-16 fois les bénéfices, on peut pas dire qu'Ubisoft soit ultra cher. Et si on veut jouer un re-rating, bon, c'est vrai que ça a pris 20% en 2 séances, mais revoir Ubisoft à 50 €. Pourquoi personne ne veut d'Ubisoft? Enfin, je dis ça alors que si ça se trouve, les deux fonds KKR et Blackstone s'empareront en effet d'Ubisoft. C'est ce que pense en tout cas Bloomberg. Mais pourquoi est-ce qu'Ubisoft n'a pas encore été racheté alors que les autres géants du secteur ont déjà fait l'objet d'offres? Non, mais parce qu'en termes de news flow, il y a eu quelques déceptions, il y a eu quelques retards à l'allumage sur certains jeux. La famille Guillemot était pas très claire sur ses velléités d'indépendance ou pas. Donc, je crois que les investisseurs n'avaient pas envie de venir du tout sur ce titre et sur le secteur en France. Maintenant, attendons de voir. C'est vrai que c'est un peu l'arlésienne ce titre, mais enfin bon, ne boudons pas de notre plaisir sur un titre quand même a dû toucher les 32-33 € en fin de semaine dernière. Dans un instant, juste après la pause, on va marquer une pause. On parlera de la réélection d'Emmanuel Macron et de son impact sur certains titres. Ce soir, on voit notamment Vinci qui rebondit bien, Électricité de France, EDF aussi qui progresse bien, et Engie plus fortos en clôture. Ce sera juste après la pause, dans moins de 2 minutes. On parlera aussi des GAFAM qui publieront dans les prochains jours d'ici la fin de semaine. Eric Lewin est en pleine forme, c'est normal, c'est lundi, et il vient sur BFM Business, et à chaque fois qu'il vient... il faut plus que je fasse par téléphone, en fait. Mais exactement. Il faut que je vienne. Vous êtes beaucoup plus souriant en plateau qu'au téléphone. Ouais. Dans un instant, donc, la poursuite de ce débriefing de la séance, le CAC en clôture, on vous le rappelle, a reculé de plus de 2%. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. BFM Business, BFM Bourse. On refait la séance. On est ensemble jusqu'à 18h sur BFM Business. Eric Lewin nous accompagne pour débriefer cette séance, vous apporter des clés si vous souhaitez compléter vos portefeuilles. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Alors parfois, on vous fait part des offs de l'émission. À l'instant, juste avant le générique, Eric me disait, tu vas voir Guillaume, je vais t'étonner avec ce que je vais raconter là. Alors Eric, il va falloir être à la hauteur. Vous allez nous étonner. Bon, on rappelle quand même la clôture du CAC. Je vous mets la pression là. Oh non, j'arrête de pression. Ça va? Bon. 2% de repli sur le CAC là ce soir en clôture. Les craintes d'un ralentissement en Chine lié au confinement. 6449 points sur le CAC.
CAC. Parmi les valeurs qui sont distinguées, certaines valeurs qui ont réagi à la réélection d'Emmanuel Macron, vous en avez repéré des valeurs qui ont réagi à la hausse ou à la baisse à cette réélection? Franchement, tout ça, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que je pense que là, vous m'étonnez, Eric. Non, je pense qu'on est dans un monde tellement globalisé que alors s'il y avait eu Marine Le Pen, c'est sûr qu'il y aurait eu un spread de taux qui serait vraiment écarté entre l'Allemagne et la France. Je pense qu'on aurait été voir les 2,5% sur le 10 ans français. De même que tout ce qui est le secteur bancaire, tout le secteur des concessions, parce qu'elle voulait privatiser un petit peu les autoroutes, ça aurait souffert. Là, très honnêtement, je crois pas qu'il y ait un impact intéressant. D'ailleurs, vous savez, j'ai regardé les dernières présidentielles depuis 2007. Sarkozy, il était quand même pro-business. On peut pas dire le contraire. Quand il a été élu en 2007, l'année 2007 s'est terminée par une hausse de 1,2%. En 2012, je vous rappelle François Hollande, mon ennemi, c'est la finance, disait François Hollande. La finance sans visage. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait la bourse fin d'année 2012? Elle gagne 15,7%. Et en 2017, Macron est élu sur un programme pro-business et la bourse gagne 9,3%. Donc moi, j'ai quand même envie de vous dire que franchement, dans un monde dans lequel on vit avec des incertitudes sur les taux d'intérêt, avec le conflit Ukraine-Russie, avec la problématique chinoise, franchement, je ne crois pas que l'élection d'Emmanuel Macron, il y ait des gens qui se disent « Ouah, Macron est élu, je vais me jeter sur un secteur ». On est vraiment dans un monde ultra globalisé. On sait ce qui se serait passé avec Marine Le Pen, on aurait eu entre moins 15 et moins 20. Ça, je peux vous le signer, on aurait eu la même réaction qu'on avait eu le 11 mai 81, vous étiez à peine né, quand François Mitterrand avait été élu président de la République française. On aurait eu vraiment un impact très négatif. Vous attendiez les chars russes depuis la fenêtre et vous les avez pas non mais attendez, vous savez, vous rigolez là-dessus, mais une anecdote, moi j'ai même un oncle à moi qui est parti de France disant le communisme revient en France. Alors vous savez, à l'époque il y avait beaucoup de gens assez bonnets, mais je vous assure que le lendemain, j'étais assez jeune, j'étais encore à l'école, mais le lendemain il y avait beaucoup d'inquiétudes sur les marchés. Non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va pas changer grand-chose Macron, si ce n'est que ça va, on va continuer la politique en espérant que les réformes, mais ça c'est un autre débat, c'est pour BFM TV, en espérant que notamment sur les réformes des retraites, on puisse enfin aller au bout de ces réformes. Bon, c'est un autre sujet en effet. Enfin, les marchés regardent tout ça quand même. La trajectoire budgétaire française aussi, sa crédibilité, ça compte. Surtout si les taux continuent à monter. Il faut quand même voir que, juste en aparté, la charge de la dette, alors que la dette publique a explosé, la charge de la dette en France est passée de 45 milliards par an à 26 milliards. C'est-à-dire qu'on a bénéficié de la forte baisse des taux d'intérêt pour que même si on continue à s'endetter, la charge de la dette soit plus faible. Et donc il faut espérer que les taux n'augmentent pas fortement parce que sinon on pourrait avoir des problématiques de charge de dette. Je crois que si les taux gagnent 100 points de base, j'ai lu ça, d'ici 2030, on peut avoir 130 milliards de charges d'intérêt en plus. Donc, warning quand même sur cette problématique de la dette. Et Vinci ce soir a surperformé, plus 1,3%. Et Marine Le Pen, si elle avait été élue, aurait nationalisé les concessionnaires. Ah oui, donc c'est ce que je vous dis, on aurait peut-être eu un moins 5, moins 6, moins 10 sur... Donc il y a une forme de soulagement, par exemple, sur un titre comme Vinci. Ouais, mais enfin, en attendant les législatives, on est d'accord. Oui, c'est pas une envolée. En plus, je crois que Vinci doit publier demain ou dans les jours qui viennent. EDF ce soir, plus 4% quasiment. Ouais, pas emballé par tout ce qui est l'énergie, Engie. Moi, j'aime pas trop quand même. Engie plus forte hausse, plus 3%. Ouais, mais j'aime pas les titres où il y a l'État. Moi, j'ai beaucoup de mal quand l'État est au capital. J'ai beaucoup de mal à m'intéresser. Et puis moi, si je veux jouer de l'énergie, je préfère jouer de la transition énergétique, jouer de l'albiomage, jouer du Voltalia, plutôt que me mettre sur ce genre de dossier. Mais c'est un point de vue personnel. J'aurais peut-être quelques critiques sur Twitter ce soir, mais bon, c'est comme ça. Vous avez repéré une OPA sur Generix. Pourquoi nous en parler ce soir? Parce que petit éditeur, je chausse mes lunettes, petit éditeur de logiciels, il y a un fonds qui s'appelle Montefiore, qui est un fonds qui est très actif dans le monde de l'informatique. Il fait une OPA à 9,50. L'OPA, c'est ce soir. Ouais, c'est ce soir, une OPA à 9,50 €, c'est une prime de 30%. Et ça nous démontre encore et encore que même si les marchés sont compliqués, dans le monde des small and mid, parce que la boîte valait 150 à l'OPA, 150 millions d'euros, elle vaut 230 millions d'euros, mais ça nous montre que dans le monde des small et des mid, il se passe toujours quelque chose. En plus, avec la forte baisse des marchés, une déconnexion entre le monde du private equity et le monde du société cotée. À mon avis, dans le private, ça doit valoir c'est-à-dire le non coté, ça doit valoir 20 à 25% plus cher que dans le monde du coté, d'où parfois des primes, comme là on voit 30%, mais on a eu plein de primes. Je crois que le record, c'est Ucar. Vous savez, la location de voiture, il y a eu une OPA il y a quelques semaines, je crois que la prime était 245% par rapport au dernier cours coté. Donc pourquoi? C'est pour vous dire qu'il faut rester dans ce petit monde des small and mid où il se passe toujours quelque chose. Sauf que on s'oriente peut-être, et très probablement même, vers un ralentissement de la croissance, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On s'oriente vers une phase de moindre liquidité sur les marchés. Le bilan de la Fed va commencer à être réduit. Et tout ça, ça ne plaît pas pour les small caps et pour les petites valeurs, Eric.
En termes de liquidité, non. En termes d'opérations financières, oui. Parce que quand vous êtes un dirigeant de société cotée, il y a un moment où vous n'en pouvez plus de voir des valorisations aberrantes. Quand vous savez que dans le monde du private equity, vous valez 14 fois les bénéfices, alors que là, vous valez 9 fois les bénéfices, il y a un tel écart de performance qu'il y a un moment où vous dites il faut que je sorte de la bourse. Donc il va y avoir de plus en plus de sociétés qui font faire ce genre d'opération. Ok, mais attention à l'été, peut-être moins de liquidité avec la réduction du bilan de la Fed, le ralentissement économique qui sera plus visible. Souvent, ce sont les petites valeurs qui trinquent les premières sur les marchés. Oui, mais justement, plus elles trinquent, plus après elles sont APA parce qu'elles sont baissées. D'accord. On n'a pas parlé des résultats qui doivent sortir cette semaine. Allons-y, 16 publications sur le CAC, Ouais. et des GAFAM aussi à suivre cette semaine. 16 publications, assez intéressant. Moi, je serais curieux de savoir ce qui va se passer sur Dassault Systèmes et ST Microelectronics, qui sont deux dossiers qui ont perdu entre 15 et 25% depuis le début de l'année, notamment de la part de Dassault Systèmes, parce que c'était le chouchou depuis des années. Et moi, j'ai pas souvenir dans l'histoire que Dassault Systèmes ait perdu comme ça en l'espace de 3 mois et demi. Je crois que ça fait 20-22%, alors que pourtant les perspectives sont bonnes, croissance du chiffre d'affaires entre 8 et 9%, marge opérationnelle au-dessus de 32%. Mais encore une fois, sur les résultats des entreprises, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, auditeurs, ça ne devrait pas faire le là, ça ne devrait pas donner le là sur les marchés, parce qu'il y a quand même tellement d'incertitudes entre l'Ukraine, entre ce qui se passe en Chine, entre les grands problèmes inflationnistes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais aux États-Unis quand même, vous avez certains membres de la Fed, notamment un certain James Bullard, qui est le patron de la Fed de Saint-Louis, qui vous dit qu'il faut des taux au-dessus de 3% aux États-Unis en fin d'année. Ça veut dire 5 ou 6 hausses des taux supplémentaires. Donc attention, les résultats ne devraient pas inverser cette tendance assez baissière sur les marchés. Et on voit aux États-Unis des publications souvent supérieures aux attentes, mais des marchés qui baissent quand même. Donc en effet, la macro l'emporte sur la micro. Largement en ce moment. Éric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora, à nos côtés chaque lundi. Merci Éric. Merci beaucoup.